Les histoires à l'eau de rose sont le préféré de plusieurs. Et certaines sont encore restées accro de cette phrase « Un jour, mon prince viendra ». Mais quand on ressent ces émotions ou ces sentiments, doit-on directement courir vers elle ou il y a toujours un bon moment? On en parle aujourd'hui avec celle que tout le monde appelle Maman Bethel. On s'assoit, on commence maintenant. De partout où vous nous suivez et bienvenue au Club de Femmes. Bonjour Maman Bethel. Bonjour Sarah. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Moi aussi, j'ai chéri ces instants avec toi, C'est pas comme Sarah. si je voulais montrer qu'on passe souvent du temps ensemble. Les gens risquent de croire que... moi non plus, je n'ai pas l'intention de dire qu'on passe souvent du temps ensemble. Les célibataires aiment bien aussi les mariés. Oui, hein, quand même. Elle dit comment ça va? Je vais très bien, Sarah, et toi? Je vais bien, surtout que tu vas rendre facile pour nous ces sujets. À quand l'amour? C'est ce qu'on aborde aujourd'hui et place au concept, au contexte, directement avec Eldi. Exactement, aujourd'hui nous parlons de à quand l'amour. L'amour est un sentiment vif et très agréable qui incite des êtres à pouvoir se mettre ensemble. Cependant, il est très important de savoir tous les enjeux avant de pouvoir s'y lancer. Et c'est donc cela qui nous pousse à nous poser la question à quand l'amour? Nous allons donc parler avec Madame Bethel, évidemment. Nous allons voir est-ce qu'il y a-t-il un âge idéal pour pouvoir se mettre en couple? Y a-t-il un moment précis pour pouvoir se mettre en couple? Madame Bethel sera là pour nous répondre. Merci beaucoup, Eldi. Merci, Sarah. J'avais envie de dire une vraie loveuse s'exprime. Mais c'est je l'ai dit en fait. Ça va. Alors, Maman Bethel, on a envie de vous connaître un peu plus. Oui. Hormis le nom commun, universel que l'on partage, Maman Bethel, on veut plus un tout petit peu en fait. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de vous? Ok, je suis Bethel Bimbi. Je suis servante de Dieu. Okay. Je suis épouse, je suis entrepreneur, créatrice de contenu. J'ai un ministère de la préparation au mariage de la jeune femme chrétienne sur Instagram. Et je suis enfant de Dieu aussi, voilà. C'était simple, hein? Oui. Comme toujours d'ailleurs. Maman Bethel, on sait en fait que vous vous êtes mariée alors que vous aviez 19 ans. Oui. C'est tôt. Oui. Comment vous vous sentez en ce moment-là? Comment vous gérez? Est-ce que vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas des doutes? Est-ce qu'il n'y a pas la peur du mariage? 18 ans, on accepte de s'engager comme ça? La peur du mariage, je dirais non. Ok. Je dirais non parce que j'avais appris à ne pas développer cette peur-là. Parce que je vivais dans un environnement où on nous encourageait à développer cette peur-là. On nous encourageait à développer cette peur-là avec les mauvais témoignages. Tel s'est marié, il a divorcé. Tel s'est marié, son mari là-bas. Tel s'est marié, son mari a pris une deuxième femme, etc. Et j'avais comme cette petite phrase en moi, comme cette petite voix qui me disait toujours que c'est possible que ça marche, même si pour les autres, ça a échoué. Et très jeune, j'ai appris à aimer le mariage. Et donc, on va dire que depuis toute petite, j'ai toujours été une petite fille fan de l'amour. Les princes charmants, les histoires des princesses, exactement. Et je pense que c'est parti de là. J'ai toujours cru en l'amour. J'ai toujours cru en l'amour. Peu importe le nombre d'échecs que je peux voir chez les autres, peu importe le nombre de difficultés que je peux voir les autres rencontrer. Et j'ai toujours cru que c'est possible. Ce que j'aime, c'est que, en fait, c'est rare d'entendre quelqu'un dire j'aime l'amour, j'aime le mariage. Généralement, on a honte, en fait, on aime ça. Moi, j'ai toujours assumé. Warrior, quoi. Non, on cherche l'argent. Moi, j'ai toujours assumé. Oui, moi, j'ai toujours assumé. Du coup, en fait, ça ne fait pas de nous moins femmes déterminées, en fait, le fait de dire que l'on aime ces choses. Pas du tout. La preuve, c'est que je me suis mariée très jeune, mais je n'ai pas abandonné mes objectifs. Je n'ai pas abandonné mes objectifs. Je sais que je suis une personne
à part entière, en dehors du fait d'être épouse de quelqu'un. Exactement. Le Seigneur m'a dotée de plusieurs autres talents et il a toute une autre vision pour moi. Alors, je pense que c'est possible de concilier toutes ces autres casquettes avec l'amour. Ce n'est Tout pas, à fait, ce n'est pas deux impossible. domaines opposés. Tout à fait. Alors, à quand l'amour? On veut savoir en fait. Non, Quand je est-ce veux dire que- Madame va répondre à 10 ans. Parce que elle, Non. On veut fouiller encore un peu plus. Ok. C'est quand la première fois que vous avez ressenti quelque chose pour un garçon? Vous avez ressenti... Mon mari ne me permet pas d'en parler. Aïe. Papa David, please. Mon chéri, si tu passes par ici, en tout cas, ferme les oreilles. Pitié, Papa David. Oui. Bon, en fait, je pense que les sentiments amoureux, je pense j'ai commencé à les ressentir un peu à l'âge de 12 ans où tu découvres que voilà, on peut aimer Tu les regardes, garçons, mais voilà. oui, on peut aimer les garçons et tout. Et je pense que c'est jeune, mais après, c'était pas Exactement. les choses de se mettre en relation tout de suite, mais seulement tu as un béguin pour ce garçon-là, c'est Mais en ton fait, crush. Tout à fait. Mais comment vous gérez en fait à 12 ans? Comment vous gérez ces sentiments-là? Bon, on va... Alors que vous le ressentez. Ça sera peut-être drôle ou curieux, Mhm. mais j'ai une mère chrétienne qui sert le Seigneur. Ok. Elle nous a appris très tôt à prier pour les sujets qui nous montent à cœur. Ok. Et moi, très tôt, quand j'ai commencé à ressentir ces désirs-là, ces sentiments-là et tout, qu'on peut aimer, les garçons et tout, les réflexes que j'avais, c'était prier. Ok. Le réflexe que moi, j'avais personnellement, c'était prier. Prier. Je priais, Seigneur, quand je vais me marier, je veux bien me marier et tout. Même si je ne me voyais peut-être pas forcément avec le crush là que je voyais peut-être à l'école ou quoi, mais j'ai prié. J'ai prié. J'ai commencé à prier pour mon mariage quand même très tôt. Mais finalement, vous avez parlé à ces proches-là ou bien non? Non. Trop de fierté, quoi. Ouais, c'est ça la fin. Je ne sais pas si c'était de la fierté, mais peut-être de la timidité aussi. Ok. C'était de la timidité parce que, bon, j'ai été à l'école, surtout au primaire et au secondaire. J'ai quand même été comme un peu marginalisée et mise de côté. Ok. Je subissais du harcèlement scolaire Oh là que, là. bon, je n'osais pas. J'ai préféré rester dans mon coin et je ne voulais même pas qu'on découvre que j'avais un crush. Mais est-ce que si vous n'avez pas subi ça, vous pensez que vous auriez pu avoir le courage de faire le premier pas? Je ne pense pas non plus. Par mon éducation, je ne pense pas. Ok. Parce que j'avais aussi, on va le dire, j'avais peur de me mettre dans ces choses-là et que ce soit contraire aux valeurs que ma mère m'avait inculquées. Ok. Et s'il faudrait poursuivre, est-ce que vous pensez qu'il y a un moment idéal pour se mettre dans une relation? Exactement. Puisque le sentiment naissent de manière assez naturelle. Oui. Est-ce que maintenant, pour se poser, pour décider de commencer quelque chose, il faudrait, y a-t-il un moment idéal? Oui, je pense qu'il y a un moment idéal pour se mettre en relation. Ce n'est forcément pas l'âge, bien que moi, je conseille l'âge de la majorité. Mais je pense qu'il y a un moment idéal. Bon, déjà, on va exclure les mineurs, comme je l'ai dit. On va exclure... Parce qu'en fait, là, on parle des choses sérieuses. Il ne s'agit pas des amourettes à l'école et tout. C'est mon crush et tout. C'est mon chum. Voilà, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. On parle vraiment des relations sérieuses. Et moi, je conseille l'âge de la maturité, mais l'âge de la majorité, mais beaucoup plus avoir de la maturité. Mais vraiment de la maturité. Il ne s'agit pas seulement de la maturité dans le sens de réfléchir intelligemment, mais aussi dans le sens de savoir gérer ses émotions, être guéri de ses blessures antérieures, avoir mis une croix sur son passé, avoir décidé de vivre une histoire différente de ce qu'on a vécu dans notre environnement, avoir une maturité spirituelle, parce que c'est important. Le domaine relationnel, ce n'est pas juste quelque chose de la chair, mais c'est très spirituel aussi. Et aussi, j'encourage à ce moment où on a appris à se connaître personnellement, où on sait qu'on a telle faiblesse, on sait qu'on a telle force, où on sait qu'on a tel projet, où on sait qu'on a telle ambition.
Tout à fait. Comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment en fonction de qui nous sommes qu'on choisira la personne de sa Exactement, destinée. parce que toutes ces choses constituent au fait le critère qu'on pose. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut se décider de se mettre en relation. Mais après, il y a le temps de Dieu aussi. Tout à fait. Il y a le temps de Dieu parce qu'on peut avoir rempli tout ce critère-là, avoir coché toutes ces cases-là. Mais après, on essaie de se mettre dans les choses de l'amour. On se cogne la tête. On se cogne la tête et ça ne marche pas. Et le Seigneur, sachant qu'il veut travailler un certain domaine qu'on ne comprend même pas encore, va peut-être nous donner les mariages un peu plus tard, etc. Et donc, voilà, c'est le moment que moi je conseille, maturité, âge de la majorité, maturité spirituelle, émotionnelle, connaître ses ambitions, se connaître personnellement, et puis voilà. À la question à quoi l'amour, voici la réponse en fait. Oui. Et on se rend compte que c'est un engagement qui est très important en fait. Hein. C'est pas qu'un matin on se réveille, je vais me mettre en couple, mais est-ce que tu te connais d'abord? Est-ce que tu te connais? Qu'est-ce que tu poursuis en fait? Parce que je vous ai entendu d'ailleurs dans la dernière conférence que vous avez organisée l'année passée. C'est pas pour dire que j'étais MC, mais bon, j'en parle quand même. Dans les champs des poètes, toujours. Voilà. Pour les routes. Exactement. Oui. Lors de cette conférence, en fait, vous aviez également mis beaucoup d'éléments en exergue, en fait. Oui. Et là, on se rend compte que c'est un engagement qui est vraiment sérieux. C'est pas que sur un coup de tête, en fait, que l'on se retrouve dans le champ de Boaz. Non. C'est vraiment préparé, en fait. Oui, il faut vraiment être préparé à l'avance parce que si on veut réussir, alors il faut être préparé. Okay. C'est un engagement qui doit se faire mais vraiment à long terme. Okay. Et il ne faut pas prendre des décisions sur un coup de tête. Je les trouve mignons, ils me trouvent mignonne, mettons-nous ensemble. Et par moments, il s'est fait que être mignon ne suffit pas. Nos caractères ne correspondent pas, nos tempéraments ne correspondent pas, nos backgrounds vraiment font en sorte que ça ne correspond pas, etc. Et ce qui fait qu'on doit nécessairement se connaître avant de vouloir connaître l'autre. Donc, prendre vraiment suffisamment le temps pour soi avant de pouvoir s'engager. En fait, il y a quelque chose qu'on remarque autour de nous. Je ne sais pas, Alice, si tu as déjà fait attention à ça. Quelquefois, c'est quand on a une amie, et même entre sœurs, hein, qui se marient, on sent que la relation, elle change un tout petit peu. Est-ce que c'est le célibataire qui développe un sentiment d'infériorité parce qu'on a l'impression que celle qui s'est mariée est maintenant, je ne sais pas, devenue peut-être beaucoup plus grande, ou c'est celle qui s'est mariée qui a maintenant développé un complexe de supériorité en fait? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je ne vois pas en quoi un marié est supérieur à un célibataire. C'est un état civil. Problème de société. C'est un état civil. Après, le bonheur ne se définit pas en fonction de l'état civil qu'on a. Mais je pense que c'est une réalité. C'est une réalité qu'on rencontre. Je vais parler de mon cas. C'est que je me suis mariée très jeune. Du coup, j'avais des amis jeunes. Et on avait nos choses des jeunes qu'on avait, parce qu'on parle jusqu'à très tard la nuit. On s'écrit dans le groupe, on papote, on s'envoie des blagues, etc. Et une fois que tu entres dans le foyer, bah, tu n'as plus le temps pour ça. Tu n'as plus mais vraiment le temps pour cela. Après, parce que je dois dire que j'ai combiné le mariage avec la fac. Donc, vraiment, pardon, tu n'as plus totalement le temps pour ça, vraiment. Donc, c'est devenu... En fait, on va le dire que je n'avais pas totalement. C'est qu'en fait, je n'avais plus le temps de mettre sur mon téléphone, mais je n'avais plus le temps d'aller jusqu'à tard la nuit comme c'était autrefois. Sachant que j'étais le moteur du groupe, je parle beaucoup, donc je suis comique, etc. Donc, quand le moteur des discussions n'est plus là, les groupes, ça se refroidit. Et ce qui fait que je n'avais plus le temps parce qu'après la fac, je devais rentrer à la maison. Est-ce que monsieur a mangé? Est-ce que ses vêtements pour demain sont prêts? Est-ce que les nouvelles responsabilités du mariage ne me permettaient pas d'être là régulière? Et aussi, il y a comme cette petite curiosité-là
des amis à vouloir savoir, mais c'est quoi réellement ce mariage? Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas et tout? Mais raconte-nous un peu. Il y en a une qui a osé me demander, mais comment s'est passée la nuit de noces? Ok. En fait, on n'a pas... vous savez les choses des filles. Bien sûr. On a un groupe Parfaitement. d'amis, on est peut-être à 10, mais dans les 10 là, il y en a 2 qui sont un peu plus proches. Toujours. Ce n'était même pas celle avec laquelle j'étais un peu plus proche qui Mm. a osé me poser la cette question-là. Qui me demande, mais comment s'est passée la nuit des noces? Je trouvais ça indiscret et je n'ai pas répondu. Parce que je ne savais même pas quoi lui dire. Je ne savais pas quoi lui dire, je n'ai pas répondu. Et il m'a été reproché d'avoir fait un vu. Aïe, aïe, aïe. D'avoir fait un vu. Depuis que je me suis mariée, j'ai fait des vues aux gens. Aïe, aïe, aïe. C'est J'ai toujours fait- comme ça, et là on Oui. généralise carrément. Depuis que je suis mariée. Et maintenant, certaines commencent maintenant aussi à se rappeler que, ah ok, ce jour-là, je suis en train de parler avec elle. Et puis, elle m'a fait un vu. Et chacun commence Aïe, à se aïe, demander, aïe. t'as reçu un vu? T'as reçu? Ah ok. On collecte les vues. On collecte des vues maintenant depuis qu'elle est mariée. Oh là là. Donc, il y a cette petite curiosité-là qui peut aussi mettre les nouvelles mariées mal à l'aise. Ok. Parce que peut-être que vous ne savez même pas encore comment vous y prendre. Vous ne savez même pas encore comment vous y prendre. C'est vrai que c'est la lune de miel, mais c'est pas toujours parfait. C'est pas toujours parfait. On est dans le nuage, etc. Mais ce n'est toujours pas parfait. On essaie même encore de se comprendre, on essaie encore de comprendre cette nouvelle vie-là. Et même, on apprend encore à découvrir cette intimité-là. Ok. Et tu me poses des questions à ces sujets-là, maman, qu'est-ce que je dois te répondre? Et c'est ce qui fait que, bon, par moment, les nouvelles mariées veulent conserver leur intimité, leur foyer. Et c'est conseillé d'ailleurs. Oui, c'est conseillé, c'est vraiment conseillé. Et il y a les amis qui veulent un peu s'ingérer dedans, qu'est-ce qui se passe là-bas et tout. Comme à l'habituel en fait. Voilà, tu nous invites quand chez toi. Mais est-ce que je suis en mesure de recevoir encore? Parce que par moment, vous mariez, oui, mais la maison n'est pas encore totalement aménagée. Ok. Est-ce que, bon, c'est correct que je te reçoive chez moi, tu vas t'asseoir à même les sols et tout. Bon, t'es mon ami, tu vas accepter 1 jour, 2 jours, mais après, hey, ça devient compliqué. L'honneur de mon mari aussi entre en jeu. Est-ce que j'arrive même à gérer ce temps-là, quitter la fac, rentrer à la maison, on est serviteur de Dieu, rentrer, partir à l'église, et même pour les sorties. Bon, je suis occupée. Tout à fait. Ça devient un peu plus difficile. Moi, je pense que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée. Il faut que l'ami marié fournisse des efforts. Moi, comme par exemple le dimanche, j'avais le temps de... Si je n'ai pas le temps d'écrire dans le groupe, je prenais le temps d'appeler au moins une. Ah, comment tu vas? Et tout, et tout. Ah, comment la famille, ça passe et tout. Mais j'avais comme l'impression que je ne faisais pas assez. Je ne faisais pas assez. Que je vais continuer dans le même rythme qu'autrefois. En fait, qu'on ne m'accordait pas le temps de m'adapter à cette nouvelle vie-là. Et j'ai trouvé que c'était épuisant. J'ai pris mes distances et les relations sont devenues ce qu'elles sont et je ne regarde pas. Waouh, c'est quand même une triste fin. Oui. Oui. Mais ça fait quand même réfléchir parce que par moment on se demande, Madame Bété, vous de votre côté, vous avez quand même fourni d'efforts. Et de leur, non. Bon, je ne dirais pas si elles n'ont pas fourni d'efforts, mais peut-être pas selon mes attentes. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'en fait, comme vous dites, c'est vraiment partagé parce qu'elles aussi ont peut-être eu l'impression que ce n'était pas assez. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive au niveau où on se rend compte que quand les relations changent en fait naturellement, c'est pas d'abord question de elle a changé, mais non, la relation a changé en soi en fait parce que maintenant elle est plus autant disponible qu'avant. J'ai des amis qui sont mariés. Il y a une particulièrement qui s'est mariée récemment. Quand je l'écris, j'attends pas qu'elle me réponde tout de suite quand c'est le matin. Je sais qu'elle travaille et je crois que ça devrait être vraiment de cette manière-là en fait. Oui, ça c'est vrai. Les relations évoluent. Ça c'est vrai. Il faut vraiment que de chaque côté qu'on apprenne à prendre conscience de la situation de chacun. Il ne faut pas développer des attentes démesurées. Il y a par exemple celle qui espère que maintenant qu'elle est mariée, qu'on développe un certain type de relation. C'est comme avant, quand tu n'étais pas encore mariée, même fiancée, on ne te calculait pas.
On ne te calculait pas. Mais maintenant qu'on apprend que, on t'a fait la demande en mariage et Ouais. tout, ta vie devient un peu intéressante. Maintenant, on veut s'attacher à toi. Et tu trouves qu'en fait, et tu trouves qu'en fait, c'est une relation qui n'a jamais existé. Mais pourquoi elle devrait maintenant exister maintenant? Et tu veux garder ton intimité, ton concon là, tu veux vraiment le garder pour toi. Et on trouve que c'est de l'orgueil. Moi, je crois que même en tant qu'ami, il faut qu'on accepte en fait. Il faut qu'on l'accepte. Qu'il y ait certains niveaux où la personne ne veut pas forcément que tu entres. Je crois que il faudrait simplement l'accepter. Ça me rappelle votre phrase. Pour avoir une belle peau. Oui. Pour avoir une belle peau. La phrase, c'est qu'il boit beaucoup d'eau et se mêler, de s'occuper de ses propres affaires, de sa propre vie. Oui. Ça donne une bonne peau. Ça donne une belle peau, oui. On va essayer. C'est prouvé en dermatologie. Ouais. Conseil reçu. Essayez chez vous et dites-nous. Essayez chez vous et en tout cas, on attend de retour en tout cas. Il faut essayer chez vous. Mais en tout cas, comme maman Bethel l'a dit, que vous soyez marié ou pas encore, ça ne fait pas de vous supérieur ou inférieur. Ce n'est qu'un état civil. Donc, je crois que nous-mêmes, peut-être aussi, quelquefois, on peut, au fond, à cause de la société, se dire, elle a marié, alors non. Ça reste mon ami, mais après... Il faut quand même qu'on le souligne qu'il y a, par exemple, des hommes qui refusent que leurs femmes fréquentent des célibataires. Oui. Oui, il y a ça aussi. Bon, il y a ça aussi. Donc, comme par exemple, il y a certaines personnes, certains aînés qui les conseillent ouvertement. Oui. Maintenant que tu es marié... Moi, célibat là, à Dakar, la mariage est célibataire. Moi, la question que je me pose toujours, c'est celle-ci. Une fois que mon ami célibataire se marie, on renoue l'amitié. Justement. Ça n'a pas de sens, en fait. Le conseil qu'il faut donner, c'est avoir des amis qui peuvent t'impacter positivement. Tout à fait. Il y a des mariés qui ne peuvent pas impacter positivement les célibataires. Il faut qu'on se le dise. Il y a des mariés qui peuvent mal te conseiller. Tout à fait. Donc, être marié ne fait pas de toi automatiquement quelqu'un de sage. Pas forcément. Être célibataire ne fait pas automatiquement de toi quelqu'un de moins sage. Pas forcément. Ce qu'il faut conseiller, c'est avoir des amis sages, des amis qui peuvent t'impacter positivement. Et aussi, l'autre conseil, c'est apprendre à garder son cocon, mais vraiment son intimité, son foyer, apprendre à savoir le protéger et à qui s'ouvrir en fait. On ne peut plus tous se dire exactement, on ne peut plus tous se dire parce que ça implique mon mari. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a ces choses, moi quand je te parle de ce que j'ai vu, je peux réparer. Mais après toi, c'est quelle image que tu gardes de la personne? Exactement, en fait. Donc, exactement. C'est logique. Alors, maman Bethel, pour passer à autre chose, si vous devriez donner de conseils à des célibataires, par exemple, ne nous dites pas mariez-vous. On va se marier, Sarah. On va se marier. Oui, mais ne nous dites pas ça, en fait, parce que c'est comme on a dit, c'est vraiment une question aussi de société, parce que ailleurs, c'est pas de cette manière que l'on voit les choses, mais s'il faut rester dans notre contexte à nous, on a peut-être l'impression que quand on arrive à un certain âge, on a l'impression qu'on est devenu comme une sous-personne en fait, parce que c'est celle qui est mariée, qui est au top, si je peux le dire comme ça. Alors c'est quoi le conseil? Parce que la peur à ce niveau-là, c'est que tellement qu'on a envie qu'on se retrouve en fait avec la mauvaise personne, justement. Donc comment gérer la longue attente? Ça, oui, justement. Pour éviter la longue attente et même l'attente, il faut, moi je conseille toujours à ne pas croiser les bras. Ok. À ne pas croiser les bras, attendre comme l'instant où le mariage va frapper à la porte. Comme par exemple, tu te dis, ok, je veux me marier à 27 ans et tu attends atteindre 25 ans pour maintenant commencer à te préparer. La préparation, par moment, elle n'est toujours pas active, mais elle peut être, comment le dire, tacite. Oui, on peut le dire. Oui. L'environnement dans lequel tu es. Tout à fait. Comment est-ce qu'elle te conditionne? Comment est-ce qu'elle te conditionne? Qu'est-ce que tu vois à longueur de journée? Qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Donc, vraiment prendre le temps de se préparer. Bien qu'il y a certaines choses qu'il faut vraiment faire à l'approche du mariage, à l'approche vraiment de sa saison de mariage, mais vraiment se baser dans un environnement
qui va te permettre de développer de manière saine ce désir-là de se marier. Parce qu'il y a celles qui ont des désirs malsains de se marier. Mais vraiment, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. C'est arrivé à tout le monde. Tu vas te marier et puis, après le mariage, qu'est-ce que tu deviens? Tout à fait. Après la fête, voilà, on va le dire. Qu'est-ce que tu deviens dans le mariage? Après être épouse, appelée madame un tel et tout, c'est mignon quand tu t'appelles par le nom de ton mari. Ça fait joli. Mais après, tu es quoi dans la société? Tu es qui aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? La mission que le Seigneur t'avait confiée, est-ce que tu y travailles? Donc, il faut vraiment prendre le temps de se préparer, se positionner dans un environnement propice à une bonne préparation où vraiment le désir de te marier va croître correctement en toi, ne sera pas étouffé par les différents témoignages. Et l'autre chose, c'est vraiment apprendre à s'épanouir. Apprendre à s'épanouir. On n'est pas marié. Le célibat n'est pas une fatalité ni une malédiction. Le mariage est une très bonne chose, mais le célibat, c'en est aussi une. Il faut vraiment apprendre à profiter au maximum, mais vraiment au maximum de son temps. Tu as 24 heures, c'est pour toi-même. Une fois que tu te mets en couple, fiancé, marié, tu commences à partager tes 24 heures. Tu commences à les partager et même à penser beaucoup plus à l'autre qu'à toi-même. Pendant que tu es seul, tu as vraiment le temps pour toi. Ce sont vraiment des moments où moi j'encourage surtout les jeunes femmes à investir en soi, vraiment à se déployer les dons que le Seigneur a déposés en toi. Parce qu'il y a certaines choses qui deviennent un peu plus difficiles quand on se marie. Tout à fait. Il y a certaines choses qui deviennent un peu plus difficiles, certains domaines qui deviennent un peu plus difficiles. Voilà, tu as ton entreprise, tu as telle conférence ailleurs. Maintenant, monsieur, dis-moi, est-ce que je peux venir et tout? Est-ce que je peux y aller? Selon ses craintes, il peut t'empêcher de partir. Non, mais tu vois, les cercles de personnes que tu veux fréquenter et tout. Moi, je ne suis pas d'accord. Et un peu comme si ta destinée a un peu commencé à, comment le dire, diluer. Ta flamme là, un peu commencé à s'éteindre petit à petit. Donc, c'est vraiment le temps où il faut vraiment se déployer. Moi, j'appelle ça faire des folies. Mais vraiment faire des folies avec le Seigneur. Moi, j'avais le temps quand j'étais célibataire, mais vraiment, on a l'impression que vous n'avez pas assez profité parce qu'à 19 ans, c'est quand même tôt. Oui, hein. C'est quand même tôt. Donc, vous n'avez pas assez fait la vie quand même. Moi, la phrase de faire la vie, moi, je la prends avec des pincettes. Non, mais faire la vie dans le Seigneur. Dans le sens de la vie. Même dans le Seigneur. Dans le sens de le Seigneur. Même dans le Seigneur, moi, je dis toujours que, en fait, j'apprends avec des pincettes parce que il y a une jeune fille qui m'a dit ça. Ah, mais tu t'es mariée à 19 ans, mais tu n'as pas fait la vie. Je dis, ok, c'est quoi la vie exactement? Je lui dis, ah, ok, la vie, c'est sortir. Mais je l'ai fait. Ah, la vie, c'est coucher avec des hommes par-ci et par-là. Non, ça, je ne fais pas. J'ai mon mari. Ah, la vie, c'est partir en voyage avec un homme qui ne t'a pas épousé. Mais moi, j'ai fait avec mon mari. Ah, la vie, c'est tomber enceinte et puis avorter. Ah, non, ça, je ne fais pas. On a compris que maman Bethel a fait la vie. Avec son mari, donc, ok. Donc, c'est possible de faire la vie. Et bon, moi, comme je disais, quand j'étais célibataire, j'avais le temps. C'est qu'en fait, j'ai une idée d'entrer en retraite. J'y vais. Pas besoin de demander quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Mais maintenant, là, tu vas entrer en retraite à quelle période? Mais tu sais qu'à cette période-là, j'aurai aussi ma retraite. Tu ne penses pas que tu devrais la mettre après. Mais ça sera combien de temps? Et entre-temps, on fait comment avec la maison? Exactement, tout ce qu'il y a à gérer. Donc, même pour servir Dieu, j'ai l'impression que il faudrait maximiser beaucoup plus lorsqu'on est célibataire parce que quand on se marie, ça devient plus compliqué. Oui, ça devient un peu plus compliqué. Donc, beaucoup plus d'organisation, etc. Oui. Beaucoup plus d'organisation parce que même la Bible nous recommande de prendre d'abord soin de sa maison avant de vouloir prendre soin du peuple de Dieu. Donc, vraiment s'occuper de sa famille parce que la Bible même le dit, ceux qui ne s'occupent pas de leur famille sont pires que des infidèles. Exactement. Donc, vraiment, il faudra d'abord s'occuper de sa maison, de son mari, etc. C'est que moi, je considère comme un premier ministère. Exactement. C'est vraiment ma famille, ma maison, mon foyer, c'est vraiment la chose que j'aimerais le plus impacter. Ça me rappelle ma mère, elle te dit, tu pries, tu n'as pas encore nettoyé la maison. La première prière, c'est les nettoyages.
Mais oui, maman a On se rend raison. compte que 30 minutes, c'est vraiment peu pour écouter maman Bethel. Exactement. On aurait pu passer plus de temps, mais malheureusement. nous Mais sommes en t'es train de organiser négocier. une conférence. Organiser une Vous entendez, et nous conférence. sommes en train de négocier avec maman Bethel. En parlant de conférence, madame Bethel, moi, ça me pousse à vous demander à quand la deuxième édition Dans le chant de Boaz. Bon, je pense que je vais me laisser guider par le Seigneur, bien que dans mon cœur, j'ai ce désir-là de la refaire à cette année. Mais je pense le Seigneur a un autre projet avant qu'il y ait une deuxième édition. Ok, on est patiente, hein, elle dit. Oui, on n'est pas patient, on va attendre. Alors, quand on dit à quand l'amour, on est ici en train d'essayer vraiment de vous faire comprendre que, contrairement à comment la société fonctionne, c'est une décision importante que vous prenez en fait. Raison pour laquelle vous avez besoin de vous connaître et de suivre en fait tout ce que maman Bethel a énuméré ici. Donc, vous avez peut-être suivi en passant, mais vraiment asseyez-vous, prenez des notes et commencez vraiment à vous exercer et vous allez vous rendre compte que vous aurez un très bon résultat. Et pour ta rubrique, je ne sais pas si maman Bethel sera en une seconde ou on pourra avoir une rubrique avec elle après. Bon. Ça peut être bon. Alors, Ouais, on finit par là. Alors. Alors, madame Bethel, nous avons cette rubrique qu'on appelle les questions que l'on se pose. Ok. C'est-à-dire, nous recevrons des questions que les gens se posent quotidiennement. Mhm. Alors, pour aujourd'hui, quelle est la question que l'on se pose? Comment trouver la bonne personne? Madame Bethel, en une minute, comment on reconnaît la bonne personne? Comment on dit que lui, c'est lui? Déjà, on reconnaît la bonne personne, comme j'avais déjà énoncé. On reconnaît la bonne personne en se connaissant personnellement. Tu ne peux pas connaître que cette personne est bonne si tu ne te connais pas toi-même. Il faut que tu apprennes à te connaître pour que tu saches que cette personne correspond avec ce que je suis. Si Adam a pu dire que voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os, c'est parce qu'il savait qu'il est humain. Il a passé son temps avec les animaux, il savait que les animaux sont différents de lui. Et quand il a rencontré Ève, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui me correspond. Il faut apprendre à se connaître. Mais après, la deuxième chose, c'est que quand on est face à une personne, un potentiel conjoint, une chose que moi je dirais toujours, c'est qu'on ressent la paix. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une chose réelle. Ce n'est pas une paix qu'on va se fabriquer soi-même et tout, qu'on va essayer de forcer pour se dire « il me correspond », non. Mais c'est vraiment une paix que le Seigneur lui-même dépose en toi. Et après, une troisième chose, c'est qu'il correspond vraiment à la plupart de vos critères, même si ce n'est pas la majorité. Ah donc, Madame Bethel a aussi répondu à notre question. Maintenant, on sait comment reconnaître le bon autour de nous. Évidemment, en apprenant à mieux nous connaître nous-mêmes pour pouvoir trouver la personne idéale qui nous correspond. Alors, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir, Madame Bethel. On s'est fatiguera jamais de vous recevoir. Non, nous sommes en négociation pour autre chose. Hein. Et elle-même a parlé d'une conférence, c'est pas nous, c'est elle. Donc, elle a parlé, mais elle n'a pas donné de date. Maman Bethel, on a réservé quelque chose pour vous, comme c'est de coutume dans les clubs de femmes. Bon, je dis pas généreuse. J'aurais pas dû dire coutume. Il y a quelqu'un qui va venir. Non, mais c'était la coutume. Mais moi, je veux. Et puis on va commencer à recevoir des gens. Non, on veut passer, on veut passer. Mais moi, je veux que vous gardiez cela parce que le Seigneur, après, il va pouvoir pour cela. Exactement. Il n'y a pas à étouffer votre cœur généreux. Hein. Exactement. Mais en fait, c'est juste à côté d'elle. Elle dit, est-ce que tu peux nous donner le cadeau? En fait, la particularité avec ça, c'est quelque chose en fait que vous avez. Je m'étais dit que j'allais le sortir parce que c'est quelque chose en fait que vous avez l'habitude de faire toujours pour les autres. Il faut dire que vous les faites très bien. Ouais. Pas pour dire que je vais trouver des clients. Mais alors, on s'est dit, c'est peut-être minime, c'est vrai que c'est pas comme ce qu'elle fait, parce qu'on peut pas faire comme elle, mais voilà. Oh, c'est mignon. Moi, j'ai l'habitude de donner. Vous allez toujours vous souvenir de J'ai l'habitude de faire ça, mais je n'imagine pas ce qu'une personne peut ressentir. Oh. Et vraiment, ce qui est écrit, c'est vraiment ce qu'on pense. C'est pour nous une façon de vous dire merci.
Voilà, c'est déjà la fin. Je suis Si émotive. on doit continuer à ce que maman Bethel apprécie son cadeau, on va Elle va prendre pleurer. beaucoup de temps. Elle va Alors, pleurer. déjà. Alors voilà, on va pas vous laisser voir ces larmes, on va déjà arrêter. Nous vous disons merci. Merci à tous d'avoir suivi cette première série du Club de Femmes. En ce qui concerne à quand la prochaine série, on vous tiendra au courant. Mais si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous et surtout que le Seigneur vous bénisse et prenez soin de vous. Merci. Ciao! Check, c'est pas pareil.